Bonjour les amis, j'espère que je vous trouve en pleine forme et que vous avez bien commencé la semaine. On se retrouve dans ce café hypnose toujours pour parler de la manipulation mentale, comment mettre un antivirus à votre cerveau, aux hackers de cerveau. Bienvenue les amis dans ce nouveau café hypnose où nous parlons comment donner plus de conscience à son cerveau, à toutes les parties inconscientes, comment devenir comme Lucie dans le film de Luc Besson, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein. On ne va pas pouvoir réveiller d'autres parties de cerveau qui ne sont pas réveillées, comme le prétend le film, c'est faux, toutes les parties de cerveau sont réveillées, sauf qu'il y en a, voilà, il y a une grande partie, c'est presque pas la totalité de notre cerveau qui est constituée et qui contribue simplement à notre cerveau inconscient, qui fonctionne de lui-même, par lui-même. Et le fait de réveiller ces parties-là au conscient, c'est-à-dire d'amener l'inconscient au conscient, nous permettrait d'avoir plus de capacités, de facultés. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec ce café hypnose pour mettre un antivirus, se défendre aux manipulateurs de cerveau, aux manipulateurs de personnes, et puis voilà, pour pouvoir prendre sa liberté, son autonomie. Bonjour, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et cofondateur du centre Aurora. Nous faisons de la formation, de l'information. Nous formons les personnes à la connaissance de soi dans le sens plus large pour devenir hypnothérapeute aussi. Et puis, vous trouvez toutes ces formations sur le centre Aurora. J'ai cumulé plus de 1300 heures de formation en présentiel pour pouvoir vous proposer mes services de formateur. J'ai même été formé à être formateur, donc voilà, c'est la moindre hein, quand on veut vous former des gens ou donner de l'information. Et aujourd'hui, eh bien, je vous fais bénéficier de toutes mes recherches et de toutes mes connaissances. Nous parlons aujourd'hui, eh bien, encore une fois, on a vu la thématique de la semaine passée, de la semaine d'avant, de la manipulation par la peur, la manipulation générale, la manipulation après par la peur. C'est une technique voilà, qui est souvent utilisée par les gens qui veulent nous manipuler. Et puis, c'est aussi une technique que l'on utilise sans même s'en rendre compte pour se manipuler soi-même. Parce que, encore une fois, on a parlé des manipulations externes. Eh bien, le plus grand manipulateur de votre vie, eh bien, c'est vous. C'est vous qui vous manipulez le plus souvent. Et il n'y a pas de mal à se manipuler positivement. D'ailleurs, ce serait la meilleure chose à faire, ce serait de se manipuler positivement. Mais pour ça, il faudrait savoir comment se manipuler et comment on se manipule. La plupart du temps, eh bien, vous vous manipulez négativement. D'ailleurs, on peut, puisque c'est ma spécialité, on va parler aussi d'hypnose, hein, dans ce café hypnose. Eh bien, parfois, des gens, très souvent, j'ai cette remarque, est-ce que je suis hypnotisable? Et puis, parfois même, j'ai des gens qui viennent par la force des choses, parce qu'elles ont été recommandées, parce qu'on les a fortement incitées, parce que tout à coup, les vidéos ont suscité de l'interrogation et puis de la réflexion. Et elles veulent venir tester. Et des fois, elles me disent, moi, on m'a dit, j'ai été chez un hypnothérapeute et ce hypnothérapeute m'a dit que j'étais pas hypnotisable. Alors c'est Bandler qui dit ça, il dit il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de mauvais patient, il n'y a que de mauvais praticiens. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, quoique si. Je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas être hypnotisées. Pourquoi? Parce que l'hypnose peut se définir simplement par être dans un état de dissociation. C'est quoi un état de dissociation? Souvent on dit, voilà, les jeunes formés en hypnose vont avoir comme définition de l'hypnose un état modifié de la conscience. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que être en colère, c'est un état modifié de la conscience. Je ne suis pas dans mon état normal de conscience. Et ça pourrait être de l'hypnose, c'est vrai. Après, il faut affiner en disant l'hypnose, c'est un état modifié de la conscience qui s'apparente aux états de transe. Transe, il y a plein d'états de transe aussi. Et il y a un état de transe, le préfixe trans veut dire être entre un état A et un état B, c'est-à-dire
entre transport, entre deux ports, par exemple, transformation entre deux formes, eh bien, on aurait un état entre veille et sommeil qui s'appellerait hypnose. Hypnose, le dieu grec du sommeil, c'est le dieu qui endort les dieux et les hommes, donc lui ne dort pas, c'est le veilleur qui, lui, est le passeur, donc il est bien entre les deux, il se situe bien entre les deux, je trouve que justement le terme est très très bien choisi. Et donc, on n'est ni endormi ni réveillé. On est un peu entre les deux. C'est des fois cet état qui est difficilement compréhensible pour les gens qui n'ont pas fait l'expérience et qui n'ont pas défini l'expérience concrètement sous ce terme-là, parce qu'ils en font plein de fois l'expérience. Sauf qu'on ne leur a jamais dit, ils n'ont jamais déterminé « Ah, ça, c'est un état d'hypnose ». L'état d'hypnose, eh bien justement, entre veille et sommeil, la plupart des gens pensent qu'ils vont dormir, qu'ils vont être déconnectés. Alors, on serait dans du sommeil, voire même du coma. Hein. D'accord? Si vous n'arrivez pas à vous réveiller de votre sommeil, c'est que vous êtes dans le coma. C'est on pourrait dire un sommeil beaucoup plus profond encore. Eh bien, non, on n'est pas ni dans le coma, ni dans le sommeil en hypnose. Donc, on a toujours la capacité d'intervenir, de répondre, parfois de manière plus ou moins consciente. Voilà, plus ou moins consciente selon la profondeur de transe. Et puis, c'est pas parce qu'on est en transe profonde qu'on va avoir une plus grande efficacité en hypnose. Non, au contraire. Même, on a pu prouver aujourd'hui qu'un état de transe léger est beaucoup plus efficace qu'un état de transe profonde. Maintenant, il va falloir déterminer l'utilité. Est-ce qu'on ne va pas avoir besoin d'un même niveau de transe pour différentes problématiques. Donc ça, c'est possible, la capacité à l'hypnotiseur de gérer le niveau de transe de la personne, de son patient. Ça s'apprend, évidemment, avec des techniques. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça dans toutes les écoles. Évidemment, quand on va apprendre l'hypnose en 2 week-ends, eh bien évidemment qu'on n'aura pas ce genre de capacité-là. Pourtant, ça peut être très utile quand on accompagne un patient. Ensuite, cet état d'hypnose, ben voilà, hein, entre veille et sommeil, et si on n'en a pas fait l'expérience, ben, on ne peut pas vraiment définir ce que c'est. Et effectivement, je prétends que toute personne qui a un cerveau plutôt en bonne santé, on va dire même normal, eh bien, peut être dans un état hypnotique. Et même très facilement. Et même, je prétends même, et je ne suis pas le seul, hein, évidemment, que toute personne le fait déjà elle-même, toute seule. On a dit que c'était un état, cet état entre veille et sommeil, de transe, qui est un état modifié de la conscience, peut se résumer à un état de dissociation pour 3 formes d'hypnose. L'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, dont la programmation, et la nouvelle hypnose, dont la programmation neurolinguistique fait partie. Donc, toutes ces 3 formes d'hypnose utilisent une dissociation pour être dans cet état d'hypnose, c'est-à-dire un état de transe. L'état de dissociation, c'est quoi? C'est un état où mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Vous conviendrez que ça, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien. On a plein de situations où on est dans un état de dissociation, où on a une situation qui nous plonge dans cet état de dissociation. Quand on lit un livre, tout à coup, un mot, une phrase vous fait partir ailleurs, et puis vous fait décrocher, comme on dit. Et on se retrouve, comme on dit dans le langage populaire, être dans la lune, dans les nuages, être à l'ouest, avoir décroché, être largué, des choses comme ça, des termes comme ça que vous utilisez tous les jours. C'est la dissociation, dans notre jargon, dans le jargon scientifique, on appelle ça de l'hypnose. C'est un état de dissociation. Mon corps est ici, mon esprit est ailleurs. Il y a 2 phénomènes hypnotiques qui arrivent régulièrement dans cet état-là. Le premier que vous connaissez très bien, c'est l'amnésie. Souvent, on me demande « mais tu peux faire oublier quelque chose à quelqu'un en état d'hypnose ?» Non seulement je peux, oui, mais vous le faites. Vous pouvez aussi, et vous le faites tous les jours, plein de fois par jour. Quand une personne vous parle et vous êtes ailleurs dans vos pensées, vous dites « t'as dit quoi là ?» Ou vous regardez la télé, vous partez ailleurs, puis tout à coup vous revenez, et puis vous n'avez plus ce que vous avez regardé. Alors heureusement aujourd'hui on peut revenir en arrière, et vous avez loupé toute une partie du film. Vous êtes dans la lecture, vous êtes en train de conduire aussi. Hein. Quand on conduit, tout à coup on part ailleurs, on arrive à destination et on ne sait plus le trajet qu'on a fait, si on a respecté les codes de la route, la vitesse, les feux, limite on est en train de regarder sur le pare-choc s'il n'y a pas quelqu'un d'accroché. Non, je plaisante évidemment, mais c'est un état de dissociation.
C'est des états que vous connaissez très bien. Vous faites la vaisselle, tout à coup, vous faites le ménage, et vous partez dans vos pensées, vous savez plus si vous avez fait quoi, puis comment. Tout ça, c'est confus. Il y a une distorsion de temps aussi. Le temps est distordu parce qu'on ne sait plus combien de temps on se retrouve comme en dehors du temps et on ne sait plus combien de temps s'est écoulé. Ça peut paraître très long, ça peut paraître très rapide, ça dépend. Ça va dépendre de notre transe en fait. Donc ça, c'est typiquement de l'hypnose. Est-ce qu'on a les yeux fermés dans cet état-là? Non. Est-ce qu'on dort? Non. Est-ce qu'on est détendu complètement? Non plus. Voilà. Eh bien, pourtant, c'est un état d'hypnose. Et quand les gens me disent « Ouais, mais il faut être détendu pour être en hypnose », j'étais pas détendu, donc j'étais pas en hypnose. Ouais, équivalence complexe, pas du tout. C'est pas un facteur de transe d'être détendu. Quand on met une personne sur 2 tréteaux puis qu'on monte dessus parce qu'elle est en hypnose, elle est en catalepsie complète, elle n'est pas détendue, d'accord? Et pourtant, elle est en hypnose. La personne qui fait la poule sur scène, elle n'a pas les yeux fermés. Et elle parle, la poule, donc elle cocotte, mais elle n'est pas aphone, d'accord? Donc elle peut parler. Hein. Elle peut bouger, elle a les yeux ouverts, elle n'est pas dans un sommeil comatique, comme la plupart des gens pensent quand ils ont vu de l'hypnose des spectacles. Ce qui est étrange, parce que dans l'hypnose de spectacle, il n'y a pas ça justement. Elle n'est pas en train de dormir, elle n'est pas en train d'être complètement flagada avec les yeux fermés, puis d'être dans un sommeil comatique. Au contraire, elle est souvent, dans les hypnoses de spectacle, elle est souvent hyperactive. Et c'est drôle parce que c'est comme une croyance populaire qui s'est transmise. Et que, bah voilà, on va perdre le contrôle. Alors oui, dans l'hypnose de spectacle, il y a un sujet, quoi. Il y a l'hypnotiseur qui prend le contrôle de la personne en lui disant « c'est ça que tu vas faire ». Ça, effectivement, ça va marcher moyennement chez tout le monde, quoi. On va avoir des gens qui vont pas... ce genre de suggestion très directe et très appuyée va avoir une résonance à peu près de 20-25% chez les gens. Ça, c'est même les hypnotiseurs de spectacle qui l'affirment aussi. Et c'est ce qu'on peut constater effectivement. Mais dans la suggestion douce, voire ericksonienne, détournée, on aura tout le monde, évidemment, du genre, comme je vous ai préparé la semaine passée. Ne pensez pas à un éléphant rose. Ben, voilà, je vous dis même de ne pas le faire, mais votre cerveau ne peut pas ne pas produire quelque chose. Donc pour comprendre une négation, il est obligé de la produire. Donc voilà, ça c'est donc cet état de modifier de la conscience. Eh bien, vous conviendrez que dans cet état de dissociation, vous êtes régulièrement dans la journée. Voire même, aujourd'hui, je pense que quand on est sur un téléphone portable, quand on est absorbé par Facebook, puis qu'on ne voit plus le décor qui passe dans le transport public dans lequel on est, et les gens autour, on est mis dans une bulle, on est dissocié de l'endroit où on est. On est dans une espèce de bulle hors temps et hors espace. Et donc, on est en transe hypnotique et on est en hypnose. Et je pense aujourd'hui qu'on est plus souvent dans la journée en transe hypnotique qu'en conscience. D'où l'importance parfois de se remettre dans notre corps, dans son corps, par des techniques de méditation de pleine conscience. C'est pour ça qu'on a aussi, dès des années 2000, Olivier Leckert qui a modélisé, qui a conceptualisé une nouvelle forme d'hypnose en réassociant conscient et inconscient, qui a fait plein de petits anti-hypnose ou déshypnose ou des choses comme ça, qui fait que le principe, c'est maintenant d'éveiller la conscience, c'est de réassocier le cerveau conscient et inconscient plutôt que d'accentuer cette fracture naturelle entre le conscient et l'inconscient, qui est cet état de dissociation. Mais à quoi il nous sert, en fait, cet état de dissociation, finalement? Dans cet état de dissociation, on s'est rendu compte qu'on était hyper suggestible. Donc, vous avez un produit à vendre. Vous avez besoin que les gens les adhèrent à votre produit, ou mémorisent, ou voilà, qui se ruent vers votre produit. Eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser des techniques que vous connaissez pour pouvoir convaincre les gens. Et si vous savez qu'il y a un état qui est propice à la suggestion, où les gens vont être plus réceptifs à ça, émotionnellement, vous allez peut-être vouloir l'utiliser. Eh bien, c'est ce que font les grands produits, les grandes marques, pour vous communiquer leur publicité.
Ils essayent d'abord de vous dissocier. Hein, donc on vous met une émission à la con à la télé, et puis vous partez en dissociation, puis juste après on vous met la pub. Et puis comme ça vous êtes hyper réceptif à la pub. Et même si vous n'êtes pas devant la télé, parce que si vous entendez que le son, souvent ça aussi, quand je dis que je suis hypnotiseur, les gens baissent les yeux et puis ils veulent plus me regarder, parce qu'ils pensent que c'est par les yeux que ça passe, avec cette légende de « regardez-moi dans les yeux, vous êtes hypnotisé », un truc dans le genre. Voilà, ça c'était dans Mickey Magazine. J'espère qu'aujourd'hui on en est un petit peu revenu. Donc l'hypnose passe surtout par la voix, par l'intonation de la voix, la structure de la voix, par l'intention, par dans la structure, les suggestions directes, indirectes, semi-directes, voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, ben voilà, dans cet état de dissociation, on est super suggestible. C'est tout l'intérêt de l'hypnose, justement. On met les personnes en hypnose pour faire de l'hypnose dedans, des suggestions hypnotiques, métaphoriques, ou du travail purement avec l'inconscient, ou de l'encodage. 4 formes de pratique. Qui peut aussi faire de la régression. Alors aussi, là-dessus, vous pouvez voilà, regarder, il n'y a rien de particulier aussi, vous faites tout le temps des régressions toute la journée. Dès que vous êtes en train de vous remémorer, je sais pas, un repas qui a été fantastique, même ce week-end, vous êtes en train de faire une régression. Et il y a des réactions physiologiques, peut-être la salivation, peut-être de l'envie, peut-être ça stimule la faim, mais il y aura des réactions, c'est le principe idéomoteur, une idée qui engendre un mouvement. Donc c'est ça qui va se passer. Donc dans cet état-là, eh bien, vous êtes hyper suggestible, c'est ça qu'il faut retenir. Et la plupart du temps, vous vous mettez tout seul dans cet état-là. Quand vous êtes dans le bus, quand vous passez d'un état de dissociation à un état de dissociation. Si on prend le matin, quand vous vous levez, vous regardez votre téléphone portable, vous n'êtes plus à l'intérieur de vous. Vous êtes dans Facebook, dans LinkedIn, dans les trucs que vous regardez, YouTube, etc. Et puis après, vous buvez votre café dans vos pensées en train d'anticiper ce que vous allez faire tout à l'heure, ou le programme de la journée, ou ce qui s'est passé hier. Vous êtes dans un état de dissociation, soit en régression, soit en futurisation. Ensuite, vous vous préparez, peut-être dans vos pensées encore, donc encore un état de dissociation. Quand vous êtes dans votre transport, soit transport public, soit personnel, vous êtes en dissociation. Vous partez dans vos pensées. Vous êtes au travail dans des activités peut-être de futurisation, de prévision, de planification, donc vous êtes dissocié. Quand vous êtes à gérer ce qui s'est passé, vous êtes en dissociation. Et vous passez comme ça sur 24 heures, si on enlève les 8 heures de sommeil, il reste 16 heures. 16 heures, vous passez d'un état de dissociation à un état de dissociation. Il ne reste plus qu'une heure ou deux où vous êtes vraiment là où vous êtes dans votre corps. Et là, c'est important parce que dans tous ces moments de dissociation, je vous rappelle encore une fois que vous êtes hyper suggestible, donc hyper vulnérable à la manipulation. Et on a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. Et plus de 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille, c'est-à-dire des automatismes. Et que 8 pensées sur 10 sont négatives pour la plupart des gens. Vous voyez ce que ça fait comme suggestion, comme type de suggestion, comme type de ronronnement et comme type de manipulation que vous faites tous les jours. Alors le pire ennemi, eh bien évidemment, il vient de l'intérieur. Donc c'est celui-là qu'il faut s'occuper et qu'il faut commencer à rééduquer. Parce que vous pouvez vous manipuler négativement comme vous pouvez vous manipuler positivement. Ce n'est pas la manipulation qui est dangereuse, c'est l'utilité qu'on en fait et comment on en fait, ce qu'on en fait. C'est pas parce que vous pouvez tuer quelqu'un avec un couteau que vous n'en avez pas dans votre cuisine. Vous avez appris à vous en servir. Et aujourd'hui, vous vous en servez et vous avez certainement jamais tué quelqu'un avec. Eh bien, par contre, votre cerveau, personne ne vous a appris à l'utiliser. Et vous l'utilisez la plupart du temps contre vous. Vous, dans vos relations personnelles, individuelles avec vous-même, dans les relations avec les autres, parce que c'est les mêmes, en fait. Vous êtes aussi dur avec les autres que vous êtes avec vous-même, etc., etc. Alors tout ça, j'en ai fait un livre, j'en ai fait un cours, c'est le coaching mental. Donc tout ça, vous pouvez apprendre à prendre les rênes de votre cerveau. Gouverner votre esprit ou votre esprit vous gouvernera, c'est bien ce que nous disait Bouddha. Eh bien, c'est vraiment prendre les rênes par la connaissance de soi.
Le livre s'appelle Au-delà des possibles, coaching mental, tome 1. Je suis en train d'écrire le tome 2. Je me mets la pression en vous l'annonçant depuis déjà un certain temps. Et il va être très conséquent, hein. C'est 370 pages dans le tome 1. Ça va certainement être plus dans le tome 2 parce qu'il y a beaucoup de matière. Et puis, voilà, donc c'est un cours aussi en présentiel qui dure 2 jours, en cours qui est en ligne. Alors 2 jours, c'est à peu près 7h, 7h30 de moyenne, donc on est entre 14h et 16h de cours. Et bien en présentiel, en ligne, c'est 24 heures de cours. Donc on n'a pas moins de contenu, on a même encore plus. Parce que là, je ne suis pas tenu à accélérer certaines parties, je peux donner beaucoup plus d'informations et prendre mon temps. Voilà, donc soyez vigilants à vos pensées parce que nos suggestions et ce qui nous traverse, ce qui nous manipule le plus, ce sont nos pensées. Et je vous demande et je vous propose aujourd'hui d'être un petit peu vigilant et d'observer vos pensées, la nature de vos pensées. Comment elles sont ces pensées-là? Et écrivez-les, écrivez vos pensées pour voir un petit peu, voilà, est-ce qu'elles sont positives, est-ce qu'elles sont négatives, et comment elles sont structurées dans les phrases. Vous verrez qu'il y a des structures qui reviennent souvent. Il y a des structures, comme je l'ai enseigné dans mon cours Stress, Angoisse, Anxiété, Restez Zen sur le centre Aurora, eh bien, vous verrez qu'il y a des structures, il y a 4 structures de phrases qui engendrent directement du stress, de l'angoisse et qui vont amener aux crises d'angoisse. 4 fois, pas plus. J'en ai jamais trouvé plus sur toutes les gens que j'ai eu en consultation, et ça représente plus d'un millier de personnes qui ont eu des crises d'angoisse sévères. Il n'y a pas plus de 4 structures de discours mental qui génèrent ces crises d'angoisse. Voilà, observez vos pensées et faites-moi votre feedback. Pensez toujours à liker la vidéo si elle vous a plu, elle vous a servi. Partagez-la évidemment à vos proches, aux personnes à qui ça pourrait servir. Et puis mettez les notifications pour toujours être averti de nos programmes. On a toujours un programme voilà, de jeudi, on se retrouvera jeudi pour faire une expérience hypnotique dans cette thématique-là. Et puis on a tous les mois un direct avec Open Synapse, Centre Aura, pour voilà, parler d'une thématique avec un invité. Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. On se retrouve jeudi soir pour cette expérience hypnotique sur vos pensées. Portez-vous bien.